Je vais vous faire rapidement une présentation de notre premier invité, Monsieur Tariq Ramadan. Donc, professeur Tariq Ramadan est un intellectuel islamologue qui a fait ses études à Genève et approfondit son savoir en sciences islamiques à Al-Azhar au Caire. Il est actuellement professeur d'études islamiques contemporaines à l'université d'Oxford. Il est professeur invité au Qatar dans la faculté d'études islamiques. Il est d'ailleurs senior research fellow à l'université de Doshisha, Kyoto, au Japon. Il est directeur du Centre de recherche sur la législation et l'éthique islamique. Il est engagé depuis plusieurs années dans le débat concernant l'islam en Occident et dans le monde. Expert consultant dans diverses commissions attachées au Parlement de Bruxelles. C'est sans plus tarder que je laisse la parole au professeur Tariq Ramadan qui nous honore par sa présence. Vous pouvez envoyer vos questions par SMS tout le long de la conférence au numéro qui s'affiche à l'écran, 06 61 81 86 87. 06 61 81 86 87. Professeur, c'est à vous. Vous avez vu le numéro. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers amis, chères sœurs, chers frères, vous avez vu le numéro? C'est bon? On peut allumer maintenant? Parce que j'aimerais bien vous voir. C'est possible d'allumer? Parce que là, ça donne un peu concert. Voilà. Un grand merci à l'association pour cette invitation. Ça fait effectivement très très longtemps que je ne suis pas venu à Amiens. Et on me disait une quinzaine d'années, j'aurais dit une dizaine, mais peut-être que c'est 15 ans. En fait, le temps court et on vieillit. Donc en l'occurrence, c'est avec un plaisir que je reviens ici dans ces circonstances, dans ce mini-congrès qui est aussi lié à ce qui s'est passé durant l'été, ce qu'on sait aussi être la réalité de différentes cités et banlieues en France, et pour qu'on puisse ensemble faire une réflexion sur... Encore une fois, il ne s'agit pas d'être dans la confrontation politique ou dans le rejet des uns et des autres. Moi, si je veux traiter de cette question, et dans une rencontre comme celle-ci, c'est plutôt pour que nous essayions les uns et des autres de nous poser la question de savoir comment déterminer les vraies raisons et comment ensemble se mobiliser comme responsables, non pas comme observateurs des problèmes, mais comme responsables de leurs solutions. Comme citoyen, en fait, finalement, puisqu'un citoyen, avant d'avoir des droits, il a aussi des obligations, dont la première est de participer à l'avenir de sa société et de sa compréhension. Donc, par sa compréhension et avec sa compréhension. Donc voilà, j'aimerais simplement remercier les organisateurs, dédier cette conférence au fils d'un ami qui m'est cher et qui est ici, qui en fait au moment où je venais à Amiens, j'ai pensé effectivement à lui et à sa famille qui à un moment donné de mon parcours a fait que j'ai pu dire que le Maroc était mon pays d'adoption aussi, au jeune Abdellatif qui est ici, qui fait ses études de médecine dans votre ville, et je crois qu'il est accompagné par Ali Rothman, qui sont deux amis, juste une dédicace personnelle, parfois ça arrive, pour qu'ils prennent ça comme un mot du cœur et que ça leur soit destiné. Ça lui soit destiné, et avec ses amis de la même façon. Et saluer également l'engagement de ceux qui ont monté cette rencontre, cette conférence, parce que je pense qu'à un moment donné, ils ont décidé de prendre le taureau par les cornes, de s'engager, de faire un travail,
des jeunes responsables par rapport à leur propre parcours, leur propre questionnement quant à ce qui concerne leur religion, la foi, mais également quant à leur engagement comme personne, comme femme, comme homme qui travaillent ici dans cette ville et qui essayent d'apporter une réflexion, une contribution intellectuelle à la résolution d'un certain nombre de problèmes. Alors, permettez-moi en guise d'introduction de dire trois choses. La première des choses, c'est que, encore une fois, c'est une après-midi où on se réunit à la suite de problèmes. Et souvent, le problème que nous avons, c'est que quand nous parlons soit de la cité ou des banlieues, ou soit quand nous parlons de l'islam, souvent ce qui apparaît d'abord, c'est que nous en parlons parce qu'il semblerait que ça fasse problème. Et que finalement, les objets que nous regardons finissent toujours par avoir la couleur de la perception que nous projetons. C'était un peu ce que disait un philosophe, Emmanuel Kant, qui disait finalement, savez-vous pourquoi nous regardons toujours le monde à travers les deux prismes du temps et de l'espace ? C'est pas parce que le temps et l'espace est dans les choses, c'est que le temps et l'espace est dans notre esprit qui projette sur les choses le temps et l'espace. C'est notre esprit qui projette. Raison pour laquelle il mettait ce qu'on appelait l'idéalisme kantien, c'est-à-dire que c'est en nous, ce sont les a priori qui sont en nous. Dans toute situation, c'est la même chose. Quand vous regardez une réalité et que vous la regardez par l'angle des problèmes, vous allez identifier le problème et penser le sujet en termes de problème. Et aujourd'hui, beaucoup des médias, on a eu une rencontre hier avec beaucoup de gens à Roubaix, c'était vraiment extrêmement important cette rencontre autour de l'islam des médias, et puis on réagissait aussi à un sondage qui avait été publié par Le Figaro il y a quelques mois, puis ensuite par Le Monde hier et avant-hier à Paris et hier sur la France, et qui mettait en évidence que 80%, entre 73 et 80% des Français avaient une perception problématique de l'islam. L'islam, c'est un peu la religion des autres, elle n'est pas compatible avec les valeurs françaises. Et après, vous vous apercevez que les questions qui ont été posées ont posé la question de l'islam comme un problème et qu'on a des réponses qui vont confirmer le problème, c'est-à-dire qu'il y a un problème avec l'islam. Et puis la façon même de poser le problème, c'est comme si les citoyens français de confession musulmane et l'islam étaient une religion encore étrangère à la France. Donc on se pose la question de l'islam comme encore étrangère à la France. Et donc on induit un regard qui, à force de poser toujours les mêmes questions, finit par être négatif et les perceptions se confirment comme négatives. Et moi, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, à vous, qui êtes des citoyens, dont la majorité ici est peut-être de confession musulmane, mais il y a des autorités politiques, il y a des gens qui sont des fonctionnaires, c'est à un moment donné de se dire, l'un des plus grands défis, c'est pas de parler des problèmes, c'est de changer sa perception, en disant que avant que ce soit un problème, il faut essayer de le percevoir différemment. Et ça, c'est l'exemple typique de quelque chose qui est très très simple, où il faut bien comprendre ce que ça veut dire. On le dit souvent, mais on n'en comprend pas les fondements psychologiques. Quand on parle de la bouteille à moitié pleine et de la bouteille à moitié vide, ça marche vraiment. C'est-à-dire que c'est vraiment comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'il y a des gens, chaque fois qu'ils voient une bouteille qui est à moitié pleine, ils commencent toujours par penser qu'elle est à moitié vide. C'est-à-dire qu'il y a un problème. Et qu'on ne se rend pas compte de l'histoire. Vous avez des gens comme ça qui sont très négatifs intellectuellement. Chaque fois qu'il y a un problème, le problème est plus grand que toutes les solutions. Au bout du compte, il n'y a plus de solution tellement ils voient que les problèmes. Si vous me suivez. C'est psychologique, c'est dans la tête. Et il y en a, quand ils voient un élément, ils vont chercher ce qui passe, qui a marché, qui sont beaucoup plus positifs. Ils ont un esprit positif par rapport au réel. Or aujourd'hui, contre tout ce qui se dit majoritairement dans les médias, et malheureusement des fois, quand je viens en province, je suis très très surpris par un certain nombre de journalistes et même d'acteurs politiques. On a l'impression qu'en province, ils sont colonisés par les discours nationaux qui se passent à Paris. On a envie de leur dire, mais arrêtez d'être faussement parisiens. Regardez ce qui se passe sur votre terrain et vous allez vous rendre compte qu'en fait, sur le terrain d'Amiens, comme sur le terrain de beaucoup de villes de France, ça se passe beaucoup mieux que ce qu'on dit. Qu'il y a des évolutions depuis 50 ans. Bien sûr qu'il y a des problèmes, mais si on regarde sur le temps historique court, en 3 générations,
comment les choses ont évolué, comment la réalité des gens commence mieux à être comprise, comment même la compréhension de l'islam chez les musulmans a évolué, que les premières générations qui sont venues comme des immigrations économiques et qu'aujourd'hui on a des jeunes, femmes et hommes qui comprennent mieux, qui ont une meilleure connaissance. On a beaucoup évolué. La bouteille est à moitié pleine, elle n'est pas à moitié vide. Donc il faut déjà commencer par ça. Et quand on parle des banlieues, il faut arrêter systématiquement, quand on parle dans certains salons, dans certains milieux, la banlieue, c'est l'espace de tous les problèmes. Il n'y a pas d'épanouissement, il n'y a pas de bien-être, il n'y a que des jeunes qui ratent à l'école, qui sont violents, et il n'y a aucune expression d'une réussite. Or, en fait, depuis 50 ans, il y a énormément de jeunes femmes, énormément de jeunes filles qui viennent de la banlieue, mais qui ont construit une éducation, qui ont construit des familles, et qui en sont même sortis, et qui sont tellement sortis qu'aujourd'hui ils ont une visibilité ailleurs que dans la banlieue. C'est d'ailleurs pour certains le problème. C'est-à-dire que pour certains, ils continuent à dire l'intégration ne marche pas, parce qu'en fait, dans leur perception, plus on voit d'Arabes et de musulmans, moins l'intégration marche. Et en fait, c'est le contraire. Plus on les voit sortir et qu'ils deviennent visibles sur le champ général de la société, plus ça a marché. En fait, c'est le contraire. C'est un penser que plus vous voyez des noms d'Arabes, même dans les médias, même dans la culture, même, et que les gens se revendiquent comme tels, j'ai aucun problème. Moi, je suis complètement français et je m'appelle Abdelrahman et Fatima. Ça te va? Eh bien, même si ça ne va pas, ça me va. Comprenez cette attitude qui consiste à avoir une visibilité. Certains disent « Oh, ça veut dire qu'ils sont encore dans le communautarisme. » Mais non, on est en train de sortir des ghettos sociaux. On est en train de sortir des ghettos intellectuels. On est en train de prendre une place. Ce qu'il faut, c'est prendre une place comme français universel et pas comme recroquevillé communautaire. Cette idée de la communauté qui se recroqueville, ça c'est un discours médiatique et parfois instrumentalisé politiquement par des courants qui font leur beurre pour gagner des élections. La réalité depuis 50 ans est beaucoup plus positive que ça. Et ce que j'en arrive à dire, c'est que quand on vous parle d'intégration, le succès de l'intégration, c'est de cesser de parler d'intégration. Parce qu'à force de vous dire « t'es intégré quand ?», on est en train de vous dire « la bouteille est à moitié vide ». Et quand vous dites « ça suffit, je suis intégré », la bouteille elle est pleine. Elle est à moitié pleine, elle est en voie de se remplir. C'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui, comme l'un des premiers défis intellectuels, des premiers défis des citoyens aujourd'hui, mais pas simplement des citoyens de confession musulmane, même vos concitoyens qui sont sans confession, qui sont athées, agnostiques, juifs, chrétiens, bouddhistes, hindous, de toute appartenance confessionnelle ou sans confession spécifique ou spirituelle, eh bien c'est de se dire arrêtons de parler de nous dans une espèce de vision binaire. Il y a l'autre, il y a cet islam qui n'est pas de la société, il y a ces musulmans, et puis d'avoir un regard beaucoup plus positif. Et ce regard positif, il vient d'une connaissance historique, de regarder le temps long, des faits, des chiffres, de ce qui est en train de se passer en termes de réussite sociale, en termes de décloisonnement géographique et urbain, et vous allez vous rendre compte que, bien sûr qu'il y a des problèmes, il ne faut pas les nier, mais il ne faut pas voir les problèmes par l'angle des problèmes, il faut voir les problèmes dans la dimension historique des choses qui trouvent des solutions. Ça, c'est une attitude intellectuelle qui est fondamentale, parce que la solution, elle est dans nos têtes d'abord. Elle est d'abord dans notre imagination, elle est d'abord dans notre psychologie, elle est dans notre créativité politique et sociale et citoyenne. Ça, c'est ce qui va compter aujourd'hui, dans cette espèce de courage, de cette confiance que l'on a dans le temps historique qui montre que des femmes et des hommes réussissent. Ça, c'est un premier élément, mais j'insiste parce qu'il est déterminant. Il constitue, dans notre façon d'être par rapport à la société, un facteur d'apaisement. Vous savez, il y a des gens qui sont tout le temps dans la confrontation, ou qu'on pousse, on a envie de les voir tout le temps dans la confrontation. Il faut être dans un facteur d'apaisement. On n'est pas en train de chercher des coupables. On a envie d'ensemble d'être responsables. Donc, il faut apaiser. Apaiser, ça ne veut pas dire se compromettre. Apaiser, c'est poser les bonnes questions aux bons responsables et au bon moment. Pas s'énerver, pas être agressif, mais être déterminé, être engagé, savoir déterminer les problèmes, savoir serrer les problèmes, savoir circonscrire où se situent ces éléments-là. Donc, j'insiste beaucoup sur ce caractère positif, même si la question qui nous est posée à la suite de problèmes qui ont eu lieu ici en France, eh bien, restez positif au-delà des sondages, au-delà de ce qui est dit aujourd'hui ou de ce qui peut être drainé chaque jour concernant la réalité sociale. Et l'un des éléments qui va être aussi
capital, c'est qu'une fois qu'on entre dans cette discussion avec un regard qui se veut positif au départ, qui veut être sérieux sur les faits, conséquent avec les données factuelles, et en même temps qui a envie de faire évoluer les choses, eh bien, il faut ajouter à cet esprit positif un peu de connaissance. Il faut ajouter à cela des éléments sur, voilà, quels sont les problèmes, que peut-on faire pour y remédier, c'est-à-dire une vraie pensée positive quant à regarder la réalité et engagée quant à la transformer pour le meilleur. Ça, c'est, à mon sens, une attitude intellectuelle, humaine, citoyenne, qui est à la base de tout le changement. Et donc moi, je ne suis pas là ce soir pour venir, ou cet après-midi, pour venir me plaindre de l'état de la France, mais plutôt partager avec des concitoyens, parce que bon, en même temps, les gens pensent que Tariq Ramadan, il vient de Suisse, de quoi il se mêle. Moi, j'ai pratiquement toute deux tiers de ma famille qui sont français. J'ai des enfants qui ont ce passeport français. C'est un pays que je connais bien. Je l'ai peut-être visité beaucoup plus que beaucoup d'élus français de gauche depuis 25 ans que j'ai parcouru ce pays du nord au sud. Donc, quand on me dit « tu sais pas de quoi tu parles », j'aimerais bien que ceux qui me disent que je ne sais pas de quoi je parle, s'ils savent à qui ils parlent quand ils disent que je ne sais pas de quoi je parle. Parce que ils savent ni mon histoire, ni ce que je suis en train de faire depuis 25 ans. C'est un pays que j'apprends à connaître encore tous les jours, dont je vois des ressources. Et je peux vous dire une chose, que comme intellectuel qui traverse le monde, j'interviens à travers le monde, je suis de ceux aujourd'hui qui font un discours par rapport à la France qui est beaucoup moins négatif que beaucoup de ceux qui sortent et qui, de ce point de vue-là, donnent cette impression que la France est un pays de tous les racismes où tout va mal. Parce que certains lisent que les sondages. Je veux dire, le sondage, il est déjà sorti en Angleterre. Et les Anglais, qu'est-ce qu'ils disent? Ben regardez, voilà ce qui se passe en France. 73% des Français disent ceci de l'islam. Et il y en a même certains, une qui est partie en République dominicaine, à qui on lui a proposé l'asile politique. Parce que la situation des musulmans, en rigolant, mais c'était de l'humour sarcastique. C'est tellement mauvais, la situation pour les immigrés en France. Donc il y a un discours comme ceci. Et les premiers qui doivent refuser cette espèce d'idée que la France c'est que ça, parce que la France c'est pas que ça, parce que c'est pas vrai aujourd'hui, au-delà des sondages, que tous vos concitoyens qui depuis maintenant 2, 3, 4 générations vous connaissent de mieux en mieux, il y a un racisme, il y a de l'islamophobie, ça c'est vrai, mais il n'y a pas que ça dans ce pays. Il y a des forces et des intellectuels et des individus, femmes et hommes, qui ont envie de faire autre chose de ce pays-là. Et c'est avec eux qu'il faut compter, c'est avec toutes les forces intellectuelles positives qu'il faut compter. Donc, positif du point de vue intellectuel, engagé du point de vue citoyen. Maintenant, serrer, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir avancer? C'est serrer les problèmes, c'est de se dire quels sont les problèmes. Alors, une première des choses que je voulais mettre en évidence, parce que quand on parle des cités, ou quand on mélange les choses, on a un mélange comme ceci entre la question des cités, la question de la violence urbaine, la question de la marginalisation, la question scolaire, la question des prisons, et puis une confusion dans la réalité de l'islam en tant que tel. Et il y a une confusion entre une mauvaise perception de l'islam et les difficultés sociales. Alors quand on est dans cette situation-là, chaque citoyen, si on est sérieux, avec l'idée qu'il faut qu'on vive ensemble et qu'on va vivre ensemble. Maintenant, vous pouvez passer 10 ans, 20 ans à parler de où vous venez, d'où vous venez. Moi, je viens de là. Et il faut célébrer ça, encore une fois. Moi, ici, il y a un Marocain, s'il y a un Algérien d'origine, un Marocain d'origine, un Tunisien d'origine, un Turc d'origine, un Pakistanais d'origine, un Africain d'origine, du Mali, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, à chacun d'entre eux, je dis et je répète, il ne peut pas être question pour être un bon Français de ne pas célébrer vos origines. Mais non, le bon Français sait où il est, mais il célèbre son origine et il lui donne de la valeur. Soyez fiers de ces origines-là. Et quand vous êtes en plus converti à l'islam, ne laissez jamais quelqu'un qui vient du Maroc, de l'Algérie ou de Tunisie ou du Pakistan vous laisser entendre que votre origine française est problématique. Mais non, c'est vous donnez l'impression que vous représentez tous les musulmans. Moi, je ne représente pas tous les musulmans. Je représente un mouvement
à l'intérieur de tous les courants musulmans qui sont un courant réformateur. C'est-à-dire de dire, je prends les textes très au sérieux, mais je veux regarder le monde tel qu'il est, et le monde tel qu'il est me pose des questions. Et j'essaye de trouver la fidélité au texte dans la compréhension du contexte. Ça, c'est ça, la tradition du tajdid, renouveler notre lecture des textes. Ça ne veut pas dire changer les textes, ça veut dire renouveler notre intelligence des textes à la lumière du contexte, qui est aussi une vieille tradition. Puis vous avez des littéralistes, c'est-à-dire ils prennent les textes et ils veulent les appliquer à la lettre. Je ne partage pas ceci, et donc ce n'est pas mon courant de pensée. Et eux, dans leur perception du vote, ils disent, dans le Coran, il n'y a pas intikhabat, il n'y a pas vote, donc on ne peut pas voter. Il n'y a pas démocratie. Donc la démocratie n'est pas islamique, ce que vous avez entendu en Égypte, en Tunisie, ce que vous avez entendu au nord du Mali, etc. Et donc vous avez des gens qui, jusqu'en France, moi une fois je faisais une conférence où il y avait, je ne sais plus, c'était à Paris, il y avait un monde fou, et j'appelais justement à la participation civique et citoyenne, et puis il y a un groupe qui est venu avec moi, il me dit, mais t'es en train d'amener les gens dans le coffre, quoi. T'es en train de les amener dans l'infidélité et le rejet de l'islam. Je dis, mais pourquoi vous me dites ça? Il dit, parce qu'on ne vote pas. En islam, on ne vote pas. Et eux, pour eux, c'était de dire, on ne fait pas de politique comme ça. Et on ne fait pas de politique. Et tout à coup, ils me chantaient les louanges du système séoudien, où on ne vote pas. Je dis, mais vous vous rendez compte de ce que vous dites quand vous dites que vous ne faites pas de politique? C'est de la politique, ça. La façon dont vous ne faites pas de politique, c'est de la politique. Vous leur donnez le pouvoir et vous dites, vous l'avez. Et donc moi, je ne veux pas de ça. Ce n'est pas ma compréhension. Donc aujourd'hui, cette attitude, c'est vrai. Vous avez un mouvement minoritaire qui considère que voter n'est pas juste. Je pense, pour ce qui me concerne, que cette position-là n'est pas juste, et la majorité des musulmans à travers le monde s'opposent à cette lecture-là et considèrent que voter, c'est tout à fait juste. C'est même, certains vont même jusqu'à dire une obligation morale, une obligation citoyenne. Et donc, au contraire, à tous ces jeunes qui entendent ceci, il faut les réconcilier avec, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, une connaissance, une éducation concernant les principes de l'islam, avoir une bonne compréhension, et qu'ensuite il faut s'engager dans la société, et l'une des voies d'engagement, c'est d'aller voter. C'est qu'on est, non pas simplement d'aller voter, mais aussi d'être élu, aussi parce que c'est facile d'aller voter, puis de critiquer ceux que l'on... qui sont élus en leur disant vous ne faites pas le travail. Mais parfois aussi il faut s'engager, il faut aller jusque-là. Et il n'y a aucune contre-indication, au contraire, plutôt un encouragement. Et donc ceci, il faut faire un travail d'éducation. Votre passé, vous pouvez être de la France profonde, et ça c'est une qualité. Il y a des qualités dans la France profonde, dans la campagne française, des qualités de vie, des qualités de dignité, des qualités qu'il faut célébrer. Tout ça, il faut le célébrer. Il ne faut jamais considérer que votre passé est une erreur. Celui qui vous dit que votre passé est une erreur est dans l'erreur lui-même. Le passé n'est jamais une erreur. Le passé est une école. Le passé est une école. Ce qui a été une erreur dans le passé reste une erreur dans le passé, mais le passé lui-même, quand on y pense, fait de nos erreurs du passé des enseignements du présent. Donc c'est une école. Quand on sait transformer les erreurs du passé en positif quant au présent et quant à l'avenir, c'est une école. Donc en l'occurrence, tout ce débat sur les origines et tout ceci, il faut le célébrer. Mais il y a un vrai problème. Aujourd'hui, c'est la perception qui peut être négative et qui l'est malheureusement dans la population par rapport à l'islam. Alors par rapport à ça, il y a un certain nombre de choses qui sont importantes. Il faut vraiment faire un travail qui est, en tant que Français, par rapport à cette référence musulmane qu'on confond avec tout aujourd'hui, il faut d'abord savoir serrer les problèmes. En disant, il y a la question de l'islam qu'il faut qu'on traite, et puis il y a la question sociale qui n'a rien à voir avec l'islam. Elle n'a rien à voir avec l'islam. Alors déjà, il faut serrer les problèmes. Quand certains vous expliquent en philosophie, on dit en essentialisant, en disant, vous savez pourquoi ces jeunes-là ont des problèmes dans les cités? C'est parce qu'ils sont arabes. Ou c'est parce qu'ils sont musulmans. Parce qu'il y a dans l'islam quelque chose qui rend l'homme macho. Par définition, l'islam est macho, machiste. Donc, des musulmans dans les banlieues qui traitent les filles de cette façon-là, ça s'explique comment? L'islam. Vous voyez, cette attitude qui va partir de l'islam comme référent, essentialisant et qui vous donne des réponses simples. Ça s'appelle comment? Ça, c'est le début de l'attitude raciste. L'attitude raciste explique les comportements d'un individu par sa couleur de peau ou par son origine culturelle ou par sa religion. Et on finit par un certain type de racisme. On ne regarde pas les causes objectives sociales, on regarde l'essence de la personne. T'es noir, c'est normal. T'es arabe, ben, qu'est-ce que tu attends d'un arabe? C'est vrai. Et quand t'es algérien, en plus, la totale.
Je plaisante. Je disais d'origine. Non, ce que je veux dire par là, c'est que cette attitude-là, il ne faut pas l'accepter. Donc il faut serrer les problèmes. Il y a la question de l'islam, et c'est vrai qu'il faut la traiter en se disant est-ce qu'il y a un problème ou pas, et on va se rendre compte que ce n'est pas un problème aujourd'hui, que les choses ont beaucoup évolué malgré tout ce qu'on dit. Et puis il y a la question sociale sur laquelle je vais revenir. Alors moi, je vais séparer les deux en disant quand on parle et qu'on essaye aujourd'hui dans le discours politique parfois, dans le discours médiatique, dans le discours citoyen, certaines tendances politiques. Malheureusement, on ne peut pas dire aujourd'hui que ça reste que sur l'extrême droite. Malheureusement, c'est une attitude politique qui s'est aujourd'hui déplacée sur tout le champ politique français. On trouve ça à gauche comme on trouve ça à droite. Ça dépend des individus. Moi, j'ai rencontré des gens à gauche et à droite qui avaient les yeux en face des trous et qui regardaient les choses plus objectivement. Puis j'ai vu des gens qui étaient tout à fait des politiques au sens politicien du terme, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à dire ce que la majorité dit pour gagner les prochaines élections. Il y a des politiques, à gauche ou à droite, qui sont que des politiciens. Et puis il y a des politiques qui sont des politiques responsables, c'est-à-dire qu'ils dépassent le clivage d'appartenance et ils regardent les choses, ils ont envie de changer les choses de façon positive. Raison pour laquelle aujourd'hui, cette histoire que quand on est à gauche, on est plus dans le social ou quand on est à droite, on ne l'est pas, malheureusement, les faits montrent qu'on peut être à gauche comme à droite sans être dans le social du tout, sans se préoccuper, et on peut être le contraire, c'est-à-dire on peut être à droite ou à gauche et avoir une préoccupation. Ça dépend plus maintenant, malheureusement, des individus. On attendrait davantage de ceux qui se disent être à gauche sur le plan de l'intervention sur les vraies questions sociales. Malheureusement, on ne voit pas toujours de changement. Parfois, c'est difficile de voir la différence. C'est plus sur l'étiquette de la personne qu'on sait la différence que sur la politique proposée. Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, il est comment on se responsabilise. Alors, on sépare les problèmes, mais on se dit, bon, il y a un problème par rapport à la question de l'islam parfois, et par rapport à cette perception, il y a une première des choses à faire. Quand toute une société peut avoir une perception négative de l'islam, et là je parle spécifiquement de ça parce que c'est une responsabilité. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que les responsabilités. Je ne cherche pas de coupable, ça ne m'intéresse pas. Pour moi, le coupable, c'est celui qui ne fait pas face à ses responsabilités. Voilà, prenez-le comme ça. Oui, si vous cherchez des coupables, celui qui évite ses responsabilités, c'est celui qui est toujours en train de dire les autres. Et c'est autant le politique qui, quand il vous dit, quand ça ne va pas dans la banlieue, il vous dit « Oui, mais ça, c'est eux, c'est les Arabes, ils sont d'origine arabe, ils sont d'origine musulmane, c'est l'islam le problème. » Ceux-là, pour moi, sont des coupables parce qu'il ne faut pas face à leurs responsabilités. Mais aussi ceux des cités, c'est aussi les Français de confession musulmane ou les Arabes qui arrêtent, qui s'assoient tout le temps et puis qui sont en train de dire « Ils ne nous aiment pas. » C'est tous des racistes. Et puis voilà, c'est eux. Le coupable, c'est celui qui ne fait pas face à ses responsabilités. Donc il faut qu'on se pose la question maintenant de nos responsabilités. Alors aujourd'hui, on peut se dire effectivement que dans la société française ou dans la société européenne ou occidentale, parce qu'aujourd'hui c'est transversal, eh bien il y a une mauvaise perception de l'islam. Quel est le problème ? On peut dire, oui, les couvertures médiatiques, on parle tout le temps de ce que font les terroristes et tout ceci. D'accord, on peut toujours trouver des raisons à cela. Maintenant, il faut se poser la question de ce qu'on peut faire, nous. L'un des premiers problèmes que je vois quand je rencontre des femmes et des hommes qui sont de confession musulmane, pratiquants ou non, le fait c'est qu'on est libre de pratiquer ou pas, on est libre de se situer ou pas. Mais il y a une chose qui est une constante, sur laquelle il faut quand même qu'on regarde les choses en face, qu'on soit autocritique, c'est que autant ça a évolué sur 50 ans en matière de connaissance de l'islam, autant aujourd'hui, il y a un vrai travail d'éducation à faire. Alors quand j'entends les projets qui sont faits par l'association ici, je ne peux que saluer ça. Mais là, dans la salle, à vous qui êtes des citoyens, qui êtes de confession musulmane, certains d'entre vous sont pratiquants, certains sont dans le doute, certains sont en recherche, et puis certains d'entre vous ne sont pas musulmans dans cette salle, mais ils vivent avec des musulmans. Et quand on vit avec des gens qui ne sont pas de notre religion ou de notre philosophie de vie, eh bien le minimum qu'on a à faire, c'est de se renseigner un peu. Il faut avoir une curiosité intellectuelle. L'un des premiers défis d'une société plurielle, c'est de faire de chaque citoyen un citoyen curieux intellectuellement. Avec qui je vis ? Avec qui je vis ? Donc il faut un minimum d'éducation
à la pluralité, et déjà d'éducation à soi. Alors, continuez pour les musulmans à dire « ils n'aiment pas l'islam », c'est bien, mais à partir d'un certain moment, quelle part de temps avez-vous donné pour connaître qui vous êtes vous ? Qu'est-ce que vous acceptez, quel temps vous donnez à votre propre éducation intellectuelle, à votre propre éducation spirituelle, à votre propre éducation religieuse. Et encore une fois, quand je dis éducation religieuse, ça ne veut pas dire que ça vous transforme en croyant, mais en... Répondez vite. Donc, que ça vous transforme en citoyen responsable, en être humain responsable, qui croit ou qui cherche, en tout cas, une chose est certaine, la première des responsabilités est une responsabilité d'éducation. Et que si ceci, on ne le fait pas, dans une société qui, encore une fois, maintenant vous pouvez regarder le monde arabe ou les sociétés majoritairement musulmanes, mais une chose que vous ne pouvez pas dire, c'est que vous avez, que ce soit d'ailleurs dans les cités comme que ce soit dans la France entière, vous avez des opportunités d'éducation à nul autre pareil. Je veux dire, quand vous voyez ceux qui, au Mali, là, vous avez ceux qui étaient dans le Nord après ces mouvements qui appliquent une charia qui est complètement dévoyée, qui agissent contre les principes de l'islam et qui appliquent un islam de la répression et de la terreur, tout ça on le refuse. Mais quand moi je visitais le Mali ou quand je visitais les pays africains, je voyais des femmes et des hommes qui pouvaient faire, des jeunes enfants, des adolescents qui faisaient 15 km à pied pour aller chercher la connaissance. Vous êtes ici, vous êtes en France, vous avez du temps, vous avez de la liberté. Et puis finalement, on passe son temps à regarder 3 minutes de YouTube en pensant que ça nous éduque. Il faut respecter son intelligence un peu. Si on a envie de se faire respecter par autrui, par ses concitoyens, il faut respecter sa tête. Sa tête, c'est pas simplement 3 minutes de YouTube et je sais. 3 minutes de YouTube, c'est juste 3 minutes de YouTube. Mais prendre des livres, donner ce goût de la connaissance et de l'éducation, ça c'est aussi quelque chose par rapport à nos références. On a besoin de plus de connaissances. Et que la meilleure réponse, vous savez, quand on fait des caricatures du prophète, qu'on vous insulte, mais la meilleure réponse, c'est pas de répondre à celui qui vous insulte. La meilleure réponse à celui qui vous insulte dans son ignorance, c'est de faire silence dans votre connaissance. Allez, va. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps avec les coups en dessous de la ceinture. Moi, je prends que ce qui arrive à la tête. Je prends que ce qui est le débat intellectuel serein. Mais ce qui est en dessous de la ceinture, cette espèce de provoquer pour faire de l'argent. Est-ce que vous pensez qu'on ne sait pas? On n'a pas compris comment ça fonctionne? Tu fais une pour Charlie Hebdo et tu as gagné le budget de l'année. Vas-y, fais de l'argent. Mais ce qui te fait faire de l'argent ne me fera pas perdre ma dignité. Ah. Ma réponse, c'est mon éducation. Ma réponse, c'est constituer une intelligence. Ma réponse, elle est positive. Elle est, je ne vais pas répondre à ça. Puis on l'a, salam, paix, allez. Tu cherches la guerre, moi je suis un agent de paix. Je ne te laisserai pas si tu m'insultes. Mais tant que tu t'insultes, je te laisse. Parce que là, tu t'insultes. Vous voyez, cette attitude-là, cette attitude qui consiste à aller chercher la connaissance et savoir qui l'on est, d'avoir confiance en ce que l'on est, d'avoir confiance en ce que l'on veut être, et de ne pas laisser les gens décider pour nous ce qu'ils ont envie de faire de nous, mais ce qu'on va nous décider. Je décide pour moi-même. Et ça, c'est la connaissance aussi de ses principes, de sa religion. Puis après, les priorités. Les priorités, c'est quoi? Quelle est la première priorité de la foi? La priorité de la foi, c'est pas de chercher des coupables, c'est pas de chercher des limites. La première, c'est de libérer son ego, de trouver sa propre liberté. Pourquoi vous croyez en Dieu? Qu'est-ce que Dieu donne à l'être? Eh bien, c'est la sérénité intérieure, c'est la paix intérieure. Eh bien, vous regardez toutes les philosophies du monde. Qu'est-ce que cherchait Socrate? Qu'est-ce que disait Jésus? Quelle est la tradition de Moïse? Quelle est la tradition de toutes les spiritualités? Mais même de Jean-Paul Sartre, qui à un moment donné dit, en face de l'arbre, dans un roman qu'il appelle La nausée, il dit « j'ai eu la nausée », c'est-à-dire quoi la nausée? Qu'est-ce que c'est? C'est à un moment donné, j'ai accédé à l'absurdité de la vie, au non-sens de la vie. Et qu'est-ce qu'il cherche? Me donner du sens à la vie. Il cherche la paix. Il cherche sans Dieu la paix. On est tous dans cette démarche-là. Et bien dans la tradition musulmane, ce que l'on cherche, c'est ça. C'est quel est fondamentalement ce qui va vous donner une paix du cœur. Et ça, c'est la priorité. Après, prier, jeûner, donner la zakat, qu'est-ce que c'est? Ce sont des moyens pour cette paix. C'est pas ça. Ça, ce sont des moyens.
Wa aqimis salata li dhikri. Applique la prière pour te souvenir de moi. C'est pas prie et oublie-le. C'est prie pour trouver la paix en lui. Et ça vient de l'éducation. C'est là où on a les priorités, on commence à comprendre les choses. Et quand on a les priorités, on est moins excité par ceux qui touchent les détails. Vous allez toujours voir que ceux qui s'excitent sur les détails, ce sont ceux qui ne connaissent pas les priorités. Il y en a, ils ne jeûnent pas, ils ne prient pas, mais quand tu leur parles du halal, ils te tuent quelqu'un. T'es quoi? T'es pas d'accord avec le halal? Mais lui-même, il n'est même pas dans une démarche de spiritualité sereine. Il est excité par les détails parce qu'il n'a aucune sérénité sur l'essentiel. Et ça est souvent comme ça, vous allez voir, dans ceux qui ont peu d'éducation de ce point de vue-là. Donc il faut relever cet élément-là. Et je vais vous dire une chose, quand on aura cette sérénité-là, quand on va s'engager là-dessus, dans nos concitoyens, ils vont le voir, ceci. On ne s'excite pas quand on voit une d'un journal non, allez-y, nous, on est dans une autre démarche. Donc la démarche de la connaissance, la démarche de ce qu'on appelle finalement tout ça, qu'est-ce que c'est? C'est une espèce de souffle intérieur, c'est une spiritualité. La spiritualité, c'est ce souffle intérieur qui donne du sens. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est important dans la démarche que l'on a vis-à-vis de son cœur, dans la démarche que l'on a vis-à-vis des gens autour de nous. C'est-à-dire, vous savez, quand on dit de vous, moi quand on me dit vous êtes un conservateur, comme si c'était une insulte, et qu'on me dit, nous on est des progressistes. Moi j'ai deux questions à ceux qui me disent ça. Je dis, qu'est-ce que vous pensez que je veux conserver? Et dites-moi, vous progressez vers quoi? Vous êtes dans quel progrès? Parce que si le progrès, il est celui où à un des moments donnés, au nom du progrès, on oublie des valeurs humaines. Moi c'est vrai, j'ai envie de conserver des choses. J'ai envie de regarder mes parents, mon père qui est décédé, paix à son âme, ma mère qui est vivante, j'ai envie de continuer ma vie durant à conserver ça comme une valeur fondamentale. Que ma vie durant, vivant ou mort, ce que je veux, c'est que je transmette, que ma relation au divin fera toujours que je saurai servir ceux qui m'ont donné la vie. Oui. Et dans cette société française, si c'est ma contribution, ça le sera jusqu'au bout. Je veux être le conservateur de l'amour du père et de l'amour de la mère, du service de la mère et du service du père. Oui, je veux ça. Ça, je vais le conserver. Et si votre progrès, c'est de faire éclater tout ça, eh bien, non à votre progrès, je resterai un conservateur. Je veux conserver ça. Je veux conserver aussi le fait qu'au nom du progrès, j'ai pas envie de perdre ma tête. J'ai pas envie de devenir quelqu'un qui est complètement obnubilé par avoir davantage. J'ai pas envie de passer mon temps à aller de la dernière découverte technologique, du passer du dernier téléphone au dernier téléphone, au dernier téléphone, et de consommer, et de consommer, et de consommer. J'ai pas envie d'être l'esclave des modes. J'ai envie d'être le conservateur de ma liberté intérieure. Si c'est ça, être conservateur, je veux être ce conservateur-là. Mais si le progrès, c'est d'oublier ça, je ne veux pas de ce progrès-là. Ce progrès-là, il me tue. Ce progrès-là, il me déshumanise. Je veux être le conservateur de mon humanité. Et ça, je vais trouver chez les chrétiens, je vais trouver chez les juifs, je vais trouver chez les athées, certains agnostiques ont exactement la même démarche. Là-dessus, on va se rencontrer. D'abord qu'on se mette d'accord sur ce qu'on veut conserver. Après, on peut ne pas être d'accord. On ne sera pas d'accord sur un certain nombre de principes éthiques et moraux. Mais ça, on va se respecter. Tu penses ça, je pense ça. Je respecte qui tu es. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu penses, mais mon respect, il va se baser là-dessus. Ça, c'est le sens des priorités. Ça, ce débat-là, aujourd'hui en France, loin de tout ce débat sur les banlieues, sur les cités, tout ceci, il faut qu'on ait un débat beaucoup plus serein sur la référence aux valeurs, sur l'universel, sur ces dimensions humanistes. Et ça, il faut qu'on puisse aborder ces questions-là. Mais pourquoi est-ce que je distingue ceci de l'autre question ? Parce qu'à force de systématiquement parler de l'islam en les connectant à des problèmes sociaux, on ne peut pas aborder les questions dont je vous parle. On ne peut pas aborder sereinement ces questions. On lie toujours l'islam au dernier problème, c'est le problème du terrorisme, le problème de la violence sociale. Et puis finalement, on ne parle pas de ce que nous sommes, mais de ce qui est représenté ou de la perception qu'on peut avoir. Donc, ça demande aux citoyens français de confession musulmane et à leurs concitoyens de toute tradition, de toute appartenance, athée, agnostique, religieux ou de spiritualité orientale, et bien de faire aussi un travail de connaissance. La priorité, c'est cette éducation, c'est connaître les priorités et puis en même temps se poser une question.
Parce qu'au bout du compte, comme citoyen, vous pouvez être athée, vous pouvez être agnostique et vous pouvez être de n'importe quelle spiritualité, mais il y a une vraie question. Et en fait, vous savez, celui qui l'a posée, Jean-Paul Sartre l'a posé en termes complètement rationnels. Dans une série de conférences, il a écrit un ouvrage qui s'appelle « L'existentialisme est un humanisme » et qui est en fait une conférence qu'il donne à la lumière de l'être et le néant, un autre ouvrage plus conséquent philosophiquement. Et il dit une chose qui est tout à fait intéressante, il dit, vous savez, nous on commence avec la thèse de Dostoïevski. Dostoïevski dit, si Dieu n'existe pas, tout est permis. Et lui il dit, Dieu n'existe pas, donc tout est permis. Ça c'est le début de la thèse de l'athéisme de Sartre. Puis ensuite, il réfléchit et il développe une morale laïque. Et il dit ceci, tout à fait intéressant, il dit en fait, quand vous allez faire quelque chose, posez-vous toujours la question, quand vous allez le faire, de savoir si toute l'humanité faisait ce que vous faites. Est-ce que ce serait viable? En fait, c'est la collectivité qui va déterminer la moralité. Pour les croyants, ce qui détermine la moralité, c'est la révélation. Lui, il ne veut pas de transcendant, il n'y a plus de Dieu, donc qu'est-ce qui va déterminer la moralité? Nous. Mais une chose qu'il est en train de dire, en même temps, la moralité, c'est toujours ce qui va constituer, de la part d'un homme, ce qui va permettre le bienfait pour tous les hommes. Regardez dans la tradition musulmane, vous revenez sur un terme qui est le bien en islam. Et il y a un mot qu'on traduit par le bien ou ce qui est juste, et qui en fait en arabe, c'est el ma'rouf, connu par les gens comme étant bien. El ma'rouf, connu par nous comme étant le bien. En fait, il y a une dimension qui doit être déterminante quand on rentre dans notre appartenance au-delà de notre citoyenneté, qui est dit, au bout du compte, à quoi es-tu utile dans la société? Qu'est-ce que tu donnes? Tu es ce que tu donnes. À quoi tu sers? Est-ce qu'en tant que citoyen, avec ta foi, avec ou sans foi, avec ce que tu es, à quoi tu sers? Et au bout du compte, vous apercevez d'une chose qu'on trouve dans la tradition musulmane, mais qui est très très forte, mais elle est dans toutes les traditions et dans toutes les philosophies. Quand tu es à la lumière de tes valeurs, où que tu sois, tu es un témoin. Et c'est pourquoi il est dit وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. C'est ainsi qu'on a fait de vous la communauté du juste milieu, ça c'est ce qu'on nous dit qu'on est, pour que vous soyez des témoins devant les gens. Ça veut dire quoi être des témoins? Arrête tous tes discours sur la grandeur de ta religion, de ta spiritualité, et montre-moi dans ton quotidien à quoi tu sers. Qu'est-ce que tu donnes? Tes grandes pensées sur... Par exemple, quand vous voyez certains politiques vous disent « La grande pensée des droits de l'homme, notre histoire... » Ok, aucun problème avec ça. Je veux voir ça sur le terrain. Arrête de me parler de Rousseau, de Voltaire, parce que c'est facile de citer Voltaire. Soit étant dit, sélectivement. Parce que Voltaire, il a deux faces. Il a une face très noble et une face tout à fait problématique. Il y a des pages de Voltaire, il faut les questionner, au minimum. Non, il y a des propos antisémites, clairement. Mais la question, elle est celle-ci, elle est, au bout du compte, tous ces discours sur les droits de l'homme, notre histoire, tout ça c'est bien. Qu'est-ce que vous apportez à la société? Combien vous êtes cohérent avec ça? Combien vous êtes cohérent? Vous parlez de justice pour tous. Est-ce que vous l'êtes avec tous? Quelque origine que ce soit, le blanc comme le noir. C'est facile de nous parler de droits de l'homme. Mais quand les droits de l'homme blanc semblent être plus importants dans votre pratique que les droits de l'homme noir, que l'arabe, il y a un problème. Donc ma question, elle n'est pas de me parler des idéaux, mais de montrer la contribution. Et c'est la même chose avec les musulmans. Parce que certains musulmans, on va vers eux et on dit, mais attends, vous voyez ce que vous faites? Comment vous traitez les femmes? Comment vous traitez les pauvres? Parce que c'est vrai, les musulmans, ils ont des problèmes. Beaucoup d'Arabes ont des problèmes avec les Noirs. Beaucoup de Pakistanais ont des problèmes avec les Arabes. Les Arabes et les Pakistanais ont des problèmes avec les Noirs. Les musulmans, ils ont des problèmes. Et quand on leur vient, on leur dit, mais vous avez des problèmes quand même, il y a du racisme. Elle dit, ah non, en islam, il n'y a pas de racisme. Mais ce n'est pas ma question. Bien sûr qu'en islam, il n'y a pas de racisme. Mais en toi, dans ta pratique, dans ton quotidien. Et le meilleur exemple pour quelqu'un, pour lui demander, pour voir s'il est raciste ou pas, c'est pas de lui dire « Qu'est-ce que tu penses des Noirs là-bas ou des Turcs ?» Ah, il y en a certains, j'ai aucun problème.
Welcome. Elle dit, j'ai une question. Qu'en serait-il si ta fille... Alors là, ça change. Ma fille, c'est toujours si je ne l'ai pas choisie pour lui ou pour elle. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne va pas. C'est qu'est-ce qu'on apporte concrètement. Donc là, on a un premier problème. Il faut le sérieux. Et il faut, de ce point de vue-là, prendre le taureau par les cornes et savoir nos responsabilités. La responsabilité de son éducation, la responsabilité de ses priorités. Ne pas laisser les gens parler de nous sans nous parler de nous-mêmes, prendre la parole, connaître les définitions des mots, ne pas laisser les gens distordre ou tromper sur la question du djihad, en présentant ça comme la guerre sainte, tout ça, se reprendre en main par une éducation, sa terminologie, sa compréhension, sa priorité. Pas mettre les détails à la place des priorités, mais les priorités là où elles doivent être, et puis contribuer. Voilà, ça, c'est le chapitre où les choses vont changer. Et ce que je peux vous dire, c'est que sur les 3 dernières générations, on est en train d'évoluer. Pourquoi? Parce que vous, jeunes, 2e, 3e, 4e génération, et vos concitoyens, parce qu'ils sont à côté de vous, ils sont à l'école avec vous, ils sont dans la rue avec vous, ils travaillent avec vous, eh bien, la connaissance est en train, doucement, lentement, d'augmenter. Et ça, c'est une bonne nouvelle. C'est que le verre se remplit et il faut continuer, mais il faut se prendre en charge et chacun d'entre nous doit prendre ses responsabilités. Ayant dit cela maintenant, venons-en au 2e chapitre. J'ai encore 10 minutes, c'est ça? Oui? Quand je dis 10 minutes, c'est 10 minutes égyptiennes, comme vous savez. Donc, et là on arrive à la question à laquelle je voulais aborder et qui était le sujet. Mais vous avez pu penser que la première partie, je suis hors du sujet. En fait, je suis complètement dans le sujet en serrant, en distinguant 2 dimensions du même problème, tel qu'il est présenté, en disant, attention, c'est 2 problèmes différents. On aborde celui-ci, et ça, c'est une question sur laquelle on doit travailler. Et aujourd'hui, il faut dire aussi et mettre en évidence que sur ce premier problème de la question de l'islam, de la mauvaise perception, eh bien, l'islam est une religion française. L'islam est une religion européenne, que c'est une chose maintenant qui est établie, qu'il y a des millions de Français de confession musulmane. La France est le pays où il y a la plus grande, le plus grand nombre de citoyens de confession musulmane et de résidents de confession musulmane. Donc c'est un pays qui aujourd'hui doit évoluer dans la perception qu'il a de lui-même quant à la constitution de son identité. Donc le récit de la nation française doit intégrer aujourd'hui, de façon tout à fait naturelle, cette donnée. Cette donnée, elle participe du présent et de l'avenir. Pas simplement dans la chanson, pas simplement dans le football, pas simplement dans la culture, mais dans la réalité. Et la réalité, ça veut dire à tous les niveaux. Et ça va aussi particulièrement loin dans les conséquences de cela. Par exemple, je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un livre, La couleur du bistouri, d'un médecin qui a fait toute sa formation, un des grands professeurs dans son domaine, et qui explique comment aujourd'hui, pour des questions d'appartenance, parce qu'il est d'origine arabe et parce qu'il a un nom qui n'est pas très blanc, à un moment donné, vous pouvez monter dans la hiérarchie médicale pour devenir un médecin, mais de passer de médecin à professeur et à être responsable de département, ça, c'est pas permis. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça bloque. Et là, vous voyez bien que c'est aussi la perception, cette perception que l'islam, c'est l'autre, les musulmans, c'est encore des étrangers, même si vous êtes citoyen. Vous voyez bien la conséquence de ceci, c'est que quand on n'a pas intégré cette donnée à notre récit de la France, eh bien, on va avoir comme conséquence des discriminations et du racisme structurel. Ça arrive. Ça arrive pas simplement dans les cités, ça arrive pour des médecins. Il y a des médecins aujourd'hui, quand vous allez dans les hôpitaux français, vous avez énormément de femmes et d'hommes qui ont des formations de haut niveau, que ça peut être des infirmières, des nurses, ça peut être des médecins, et à un moment donné, eux-mêmes se rendent compte que il y a des blocages, on a des plafonds comme ceci. Et on peut dire parfois sur cette présence-là ce qu'on a pu dire à des moments donnés vis-à-vis des femmes, c'est-à-dire qu'on reconnaît leurs compétences, on reconnaît le bien fondé de leur engagement jusqu'à une certaine limite. Après, il y a un plafond invisible sur lequel on ne peut pas passer, et il va se passer 2 choses. D'abord, on est bloqué, et la deuxième des choses, ça va se voir sur le salaire.
moins de salaire et pas possibilité d'ascension. Donc ça, ce sont des conséquences de tout ce premier discours sur lequel il faut s'engager de façon positive pour le transformer, pour faire de la présence de cette religion une chose qui est française et qu'il va falloir comprendre comme étant participative de l'avenir. Maintenant, quand on en vient aux problèmes sociaux, tels qu'on les a abordés ici, c'est la première des choses qu'il faut dire en amont. La première des choses qu'il faut dire en amont, c'est, comme je l'ai dit, que ça n'a rien à voir avec l'islam et qu'il faut avoir une connaissance historique. D'où ça vient, ceci? Alors, la première des choses, c'est que ce qui a constitué les cités, ce qui a constitué, on le sait aujourd'hui, il y a énormément de recherches, vous avez des sociologues et des études qui ont été faites qui sont historiquement tout à fait intéressantes. Alors, au-delà du fait colonial, qui est aussi très très imprégnant dans la psychologie collective française, il y a comment on a accueilli les premiers immigrés, comment on les a mis ensemble parce que c'était plus simple, comment eux ont voulu être ensemble parce que c'était plus simple aussi pour eux, comment à partir d'un certain moment on a de ce point de vue-là aussi constitué des espèces de concentrations géographiques qui ont été problématiques et vis-à-vis desquelles des politiques ont parfois été tout à fait secondaires dans la perception de ce qui faisait la France, parce qu'on pensait que ces cités-là étaient temporaires, que les gens allaient partir et que finalement ça ne s'est pas passé comme tel. Et qu'en même temps, dans ce qui a constitué le politique en France, eh bien, c'était des foyers d'insécurité, des foyers problématiques, et parfois même considérés comme là où on trouvait les autres, c'est-à-dire ceux qui n'étaient pas de souche, pas complètement français, pas encore, parce qu'ils allaient le devenir, ou encore musulmans, ou toujours arabes, ou des anciens colonisés, toujours des immigrés. Tout ceci a constitué quelque chose qui est aujourd'hui un problème fondamentalement socio-économique. Et je le dis et je le répète, les premiers qui doivent faire ceci, c'est vous les citoyens, en exigeant que vos politiques locales désislamisent la question sociale. Alors ça n'a rien à voir avec notre religion, ça. Ça a à voir avec votre politique sociale et ça a à voir avec notre engagement à nous aussi en tant que citoyens. La question des banlieues et des cités n'est pas une affaire islamique et ce n'est pas une affaire culturelle. C'est une affaire de politique nationale et de vision de la politique nationale. C'est-à-dire, est-ce que oui ou non, aujourd'hui, on intègre ces cités, les banlieues, à des projets nationaux, ou est-ce qu'on considère que ce sont soit des États de non-droit, soit des espaces de droit spécifiques, et qu'on les traite comme tels? À partir d'un certain moment, c'est qu'est-ce que l'on apporte aujourd'hui comme solution à cette question-là. Alors, on peut regarder dans le nord d'Amiens et on a pu voir que des petites étincelles, des bavures, des choses qui peuvent être de gaz lacrymogène à une violence tout à fait spécifique ou à l'expression d'une violence spécifique, mais on peut voir que ça peut s'enflammer et on l'avait vu en 2005. Le problème avec 2005, c'est qu'après 2005, rien n'a véritablement été fait. Alors, les citoyens aussi, on a une responsabilité, parce qu'au bout du compte, qu'est-ce qu'on dit? On dit, oui, mais regardez, l'ancien président de la République a dit qu'il fallait tout nettoyer au Karcher, on en a fait une controverse nationale, il n'y a rien qui se passe en termes de politique, mais ce qu'on doit faire, nous, c'est pas simplement regarder les controverses qui sont liées à l'expression d'un mot du président, qui était un mot malvenu, qui était un mot qui montre bien qu'on n'a pas de politique sociale qui venait d'en haut, il n'y en avait pas, elles ne viennent pas de Paris, mais à partir d'un certain moment, c'est pas Paris et c'est pas le président qui va aujourd'hui trouver des réponses locales à des problèmes locaux. Alors bien sûr, il y a certaines réponses qui peuvent venir d'une vision générale, mais à partir d'un certain moment, on le sait que c'est au niveau local qu'il doit y avoir des dynamiques qui se mettent sur place et qui se mettent et qui s'engrangent de ce point de vue-là. Et c'est là où aujourd'hui, plutôt que de simplement regarder la couleur de celui qui est élu, les citoyens doivent prendre leurs responsabilités. Et prendre leurs responsabilités, c'est d'abord de sortir de la position de victime, en disant, encore une fois, c'est eux, c'est pas nous. Et sortir de la position de victime, c'est pas, ce que je disais tout à l'heure, c'est pas tomber dans la compromission. C'est que quand on est avec les politiques, eh bien, pour sortir de la position de victime, c'est écoutez, vous n'êtes pas en train de parler à quelqu'un qui est victime de votre politique. Un élu politique
il est redevable devant ceux qui l'ont élu. C'est-à-dire qu'il faut sortir de « je suis victime de votre politique ». Il dit « attendez, là il y a une erreur dans la façon dont on pose des problèmes. Vous êtes là parce que la majorité d'entre nous l'ont voulu et que si aujourd'hui vous ne faites pas votre travail, nous on va travailler sur la majorité pour vous faire sortir. Vous êtes mandatés. Vous n'avez pas tous les pouvoirs. Le pouvoir c'est nous, c'est pas vous. Et si aujourd'hui vous n'appliquez pas le pouvoir qu'on vous a donné comme un mandat, on va faire en sorte de pouvoir vous sortir de là où vous êtes. Vous êtes mandaté par la décision du peuple. Et le peuple, c'est nous. Et à partir d'un certain moment, c'est comme ça qu'il faut entrer dans la question sociale. En disant, aujourd'hui, vous avez des politiques, il faut poser les vraies questions. Et les vraies questions, c'est d'abord de faire un constat. Vous qui êtes élu, vous êtes notre maire, mais qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous faites? Et pas simplement lui dire qu'est-ce que vous faites, mais qu'est-ce que nous on peut proposer à faire? Parce qu'une citoyenneté éthique, une éthique de la citoyenneté, c'est une force de proposition, c'est pas s'asseoir sur une table en critiquant tous les maires, en disant de toute façon lui c'est un socialiste, de toute façon lui c'est un UMP, de toute façon lui c'est un blanc, il n'aime pas les Arabes, et alors on va s'asseoir et on va compter ceux qui ont des défauts. C'est le verre à moitié vide. À partir d'un certain moment, le verre à moitié plein, c'est de dire « Ok, moi je suis dans ça. » Il y en a certains d'entre vous, ils viennent de ces cités. Vous avez vécu là. Vous avez une force de proposition. Vous avez quelque chose à dire. Vous avez quelque chose à proposer. Quoi? Les associations que vous montez, la société civile, elle fait quoi? Développer un discours de citoyens qui interpelle sur la responsabilité des politiques et pas simplement sur leur blâme. Il ne s'agit pas de blâmer, il s'agit aujourd'hui d'être dans cette attitude-là. Et cette conscience-là, elle est en train d'apparaître. Alors moi je la vois chez un certain nombre de jeunes, ce n'est pas une conscience citoyenne de confrontation. J'ai déjà pris les 10 minutes que j'avais demandé. Ouais. Je vous avais dit, hein. Très bien. Très bien, merci. Donc, ce que je voulais dire, c'est cette attitude-là, elle doit être déterminante. Alors, vous avez bien compris, tout ce que je suis en train de dire aujourd'hui, c'est le développement d'une personnalité. Une personnalité au niveau de l'être philosophique et une personnalité au nom de l'engagement citoyen, civique. Et cette personnalité-là, elle doit être positive, elle doit regarder les choses dans leur caractère positif, mais elle doit être engagée. Sur ce que je suis, faire son vrai travail d'autocritique. Combien de temps je donne à mon éducation, combien de temps je donne à ma compréhension des valeurs, des priorités qui sont les miennes. Quel type de paix intérieure je suis en train d'essayer de me donner à moi-même. Pas simplement en me disant, ils me perçoivent mal, parce qu'il y en a certains à qui on dit, vous devenez des musulmans invisibles. Non, devenez des musulmans sereins. Visible et serein. Visible et serein, ça veut dire éduqué. Visible et crispé, ça veut dire pas très éduqué. Mais visible et serein, c'est je sais qui je suis. Et je sais ce que je veux. Et je suis une force de contribution. Ça, c'est un élément. Puis ensuite, sur le plan social, sur le plan de l'engagement, toujours avec ce même caractère positif, développer un discours politique de la responsabilité par rapport à ses élus. En disant, écoutez, nous, on n'est pas là pour vous blâmer, on est là pour vous responsabiliser et on est partie de la solution, on n'est pas le problème. On est des citoyens partis de la solution et on est une force de proposition. Et ce qu'on veut, c'est voir des politiques. Les premiers éléments, ils sont très très clairs. Vous savez, quand je travaillais avec la municipalité de Rotterdam, je faisais un travail en regardant ce qui se passait dans les familles, dans des cités où jusqu'à 60% de la population carcérale était d'origine, qu'on disait là-bas étrangère, parce que vous avez un statut là-bas qui est étranger, c'est étranger, puis vous avez allochtone, c'est-à-dire citoyen mais avec une origine étrangère, puis ensuite vous avez citoyen. Et vous avez des citoyens allochtones, c'est-à-dire de deuxième génération, mais qui ont le statut de citoyen, mais qui sont encore perçus comme étrangers. Ce qu'on dit de vous quand on dit français d'origine immigrée. Après 4 générations, votre origine reste prégnante dans la conscience collective. Si on oublie ceci, je faisais ce travail-là et je voyais des choses tout à fait sidérantes. C'est-à-dire qu'on voyait dans les questions sociales, à des moments donnés, des vraies questions qu'il fallait poser aux familles. C'est-à-dire comment aujourd'hui, on doit être aussi, nous, en tant que citoyens, revenir à ce qu'on voit dans les familles et poser des questions de fond. Mais c'est pas du racisme de dire ça. Quand, par exemple, on voit aujourd'hui que dans des familles traditionnelles, même dans la deuxième génération, la façon dont on est avec les filles et la façon dont on est avec les garçons, qui sont des traitements différenciés, pose de vrais problèmes parce qu'il y a une espèce d'enfermement autour des filles qui les protège de la société quand elles sont protégées, parce que maintenant on est en train de lâcher ceci, on est en train de voir des comportements féminins qui sont des comportements féminins qui se masculinisent en matière de violence et en matière de marginalité sociale. On est en train de le voir, on le sait aux États-Unis, on est en train de le voir en France.
même dans les familles qui sont d'origine, on ne connaissait pas ça, c'est-à-dire que là, il y a un mouvement historique qu'il faut considérer, mais on reste quand même dans la protection, et que ce qu'on voit chez les garçons, c'est de la part des mamans, souvent des mamans, parce qu'on a vu que dans la relation historique et traditionnelle, la relation de la maman avec le garçon a quelque chose de tout à fait particulier, un comportement assez permissif, c'est-à-dire on lui permet plus. Et à partir du moment où on lui permet plus, on voit des comportements qui vont vers une délinquance, qui sont liés aussi à la façon de la géographie familiale. Ça aussi, il faut qu'on en parle. Il faut aussi qu'on vienne à se dire comment est-ce qu'on constitue cette géographie familiale, non pas en blâmant le maire, parce que c'est pas le maire là, c'est pas les autorités politiques, c'est un vrai travail que l'on doit faire de l'intérieur sur comment on gère ces questions-là. L'égalité dans l'éducation des filles et des garçons, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose et il faut en être tout à fait conscient de ce point de vue-là. Il faut que ce soit une politique familiale fondamentale. D'ailleurs que moi je viens de famille où on m'a jamais dit moi que la fille faisait ça et le garçon faisait ça. C'était la même chose. Et il fallait que ça soit la même chose. Ça ne veut pas dire qu'on est les mêmes, mais on a des droits qui sont équivalents, qui sont similaires, qui sont des vrais droits égaux dans l'éducation. Ça, il faut qu'on ait aussi une vraie réflexion en amont et que dans les politiques qui sont liées à la famille, on soit des agents, des médiateurs par rapport aux politiques, plutôt que d'être simplement des contempteurs et des critiques. Il faut qu'on soit des partenaires de ces solutions-là. Dans la question de l'éducation, c'est la même chose. Aujourd'hui, vous avez un énorme problème. L'éducation nationale en France, elle est en crise sur plein de niveaux, mais dans la réalité du rapport à la cité, il y a un vrai problème, parce qu'on a des écoles qui sont clivées, on envoie des jeunes enseignants qui n'ont pas d'expérience, et ce que l'on propose en termes d'éducation est problématique aujourd'hui. J'ai discuté avec des inspecteurs. Là, il faut être participant à ces débats-là. Il ne faut pas simplement s'asseoir. Je veux dire, on est en train de vous faire le grand problème de l'école nationale avec les cités, c'est le halal à la cantine. Non mais attendez, et puis les musulmans, les deux pieds dedans. Et le halal, et tu vas voir, l'égalité. L'égalité, c'est pas dans le halal. Donnez-moi du poisson, mais je veux des bons cours. Je veux des cours, je veux qu'on puisse faire un travail qui soit un travail de libération intellectuelle, d'opportunités sociales. Pas des écoles de la marge, pas des écoles où vous avez commencé dans la marge, vous finissez dans la marge. Et on vous dit après, mais t'arrêtes d'être dans la marge. Mais tout est constitué comme ça. Donc il faut, de ce point de vue-là, être et s'engager fondamentalement sur ces questions-là aussi de l'école, sur la question du travail, de la discrimination. J'ai fini, tout de suite. Parce que là, ça commence à être la colonisation du temps, mais sur la question du travail aussi, c'est-à-dire que le marché de l'emploi, l'accès au marché de l'emploi, l'accès au salaire, la discrimination à l'emploi, la discrimination au logement, tout ça, il faut en parler en termes sociaux. Il ne faut pas du tout en parler en termes islam et machin. Ça n'a rien à voir. Ça a à voir avec le fait qu'aujourd'hui, il faut briser le racisme structurel. C'est-à-dire aujourd'hui, ce sont des politiques qui peuvent être des politiques discriminatoires. Et il faut tout mettre ensemble. C'est-à-dire que l'objet, par exemple, de dire « Mais attendez, il y a des femmes qui ont les mêmes compétences, elles ont 17% de moins de salaire. Pourquoi ? Comment ça se fait, ça ? Comment vous pouvez expliquer ça ? Ça, c'est injuste et il faut s'engager. Et vous avez bien compris une chose qui est implicite dans ce que je dis, c'est que dans ce qui s'est passé dans le Nord, c'est une accumulation de ces phénomènes-là, pas d'écoles qui puissent être libératrices, des situations sociales qui sont de marginalisation, une violence qui s'inscrit, et aujourd'hui des espaces de non-droit. Et une étincelle et tout part, c'est-à-dire on mélange tout, l'islam, le racisme, vous ne nous aimez pas et tout part. Et on va prendre une anecdote, le policier il m'a tutoyé, et s'il me tutoie c'est qu'il me respecte pas, et s'il me respecte pas c'est que je suis un arabe, et s'il me respecte pas en tant qu'arabe c'est qu'il aime pas l'islam, et voilà. Et c'est une salade. Et plus personne ne sait de quoi on parle. Parce qu'il n'y a pas une position d'apaisement qui dit non, ça c'est pas le problème. Le problème c'est la politique sociale, la politique éducative, la politique de l'emploi, la politique urbaine. Et d'aller vers vos élus, d'aller vers ceux qui sont élus, d'être vous-même des gens qui peuvent être élus, qui peuvent être participants de la réalité politique en disant ben voilà, on va mettre les priorités sociales, on va parler de social, on va parler de projet social dans cette société-là, et refuser, et ça sera ma conclusion, refuser que systématiquement dans le discours, on nous perçoive comme les autres, ou que l'on perçoive les Français de confession musulmane, ceux
où on fait tout ce mélange-là comme les autres. Comment vous faites pour être français complètement engagé dans la réalité de votre pays? Eh bien, c'est en faisant une chose qui paraît très simple, mais qui est compliquée dans l'état actuel des choses. C'est qu'en fait, quand vous êtes un citoyen, vous devez pouvoir parler de toutes les questions qui touchent la société dans laquelle vous vivez. C'est-à-dire que vous devez pouvoir parler du budget, vous devez pouvoir parler de l'éducation, vous devez pouvoir parler de l'environnement, vous devez pouvoir parler de la culture et pas systématiquement parler en tant que citoyen de confession musulmane de l'islam. Chaque fois qu'on vous amène pour ne parler que de l'islam, c'est qu'on vous met dans la position de l'autre. Toi, le musulman, tu parles de toi, pas de nous. Et si tu veux parler de nous, on va te faire parler de toi. Parce que ça te fera bien comprendre que nous, c'est pas toi. Et que toi, t'es pas nous. Et la psychologie de cette altérité, elle est là. Raison pour laquelle il faut qu'on soit des citoyens, on parle de tout. Et je vous donne juste un exemple pour terminer. Un jour, j'ai un présentateur de télévision, il m'appelle, il me dit « Mais tu parles de tellement de choses dans tes bouquins, moi j'ai pas envie de te faire venir pour parler encore de l'islam, je vais te faire venir dans une émission et on va parler de toute autre chose. On va pas parler d'islam. » Et je lui dis « Ah, ça gêne. » Parce que c'est ce que je vis en Angleterre. En Angleterre, je peux parler de... Là, par exemple, je suis invité à commenter sur Cameron, ce qu'il a dit sur l'Europe. Parce que les intellectuels parlent de tout. Ils doivent être... Ici, en France, 99% des fois, quand on m'appelle, c'est quand il y a un problème avec l'islam. Tariq Ramadan, l'intellectuel musulman. Intellectuel musulman, c'est-à-dire que tu parles que d'islam. Toi, c'est... Tu comprends. Si tu sors de là, ça va pas. Quand par exemple j'ai écrit le livre L'autre en nous, qui est un livre de philosophie, l'une des premières remarques que j'ai eues, il dit mais de quoi il se mêle lui? Comment ça se fait que Tariq Ramadan parle des femmes sur l'être féminin, il ne parle pas du voile? Regardez comme il est malin le serpent. C'est ça qui était dit dans le journal. C'est-à-dire que si je parle de la question essentielle du statut homme-femme, le masculin et le féminin, si tu es musulman et que tu ne parles pas du foulard, tu es un tordu. Vous savez ce que c'est le mot tardu en français policier dans votre pays? Double langage. L'arabe, quoi. Ce qu'on a dit dans les années 30 du juif. Les racismes gardent les mêmes... Le juif, dans les années 30 et 40, on dit la même chose. Il dit quelque chose, il pense autre chose. Mais le problème, c'est que je suis allé à l'émission, j'étais tellement content de pouvoir parler d'autre chose. Vous savez ce que j'ai eu sur le site et les retours que j'ai eus? C'est des Français de confession musulmane. Il dit, mais qu'est-ce que tu es allé faire dans cette émission? Tu es allé parler de l'environnement, tu es allé parler... tu n'es pas parlé de l'islam, ils sont en train de te coloniser. Regardez, quand vous, en tant qu'objet, vous êtes vous-même colonisé par ce qu'on attend de vous. C'est vous qui commencez à vous dire, toi, si tu es un bon musulman, tu parles de ça, tu parles de l'islam. Si tu commences à parler du budget, tu n'es pas net avec tes frères. Tu trahis la cause, tu t'es fait assimiler. Quand l'objet finit par penser comme le sujet l'a fait, et il n'est plus du tout sujet. Il est l'objet de la perception. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Et ça, je vous le dis pourquoi cette anecdote, parce qu'il faut vous poser la question. Quelle est votre place dans les débats nationaux? Quelle est votre place? Qu'est-ce que vous contribuez à apporter dans ce pays, dans les débats nationaux, sur l'éducation, sur l'environnement, pas simplement sur le mariage pour tous ou pas pour tous? Parce que là, on vous reprend, vous en tant que musulman. Il faut avoir une position là-dessus, il faut s'exprimer, et il faut que vous l'exprimiez comme vous le sentez. Mais d'un autre côté, il y a plein d'autres sujets qui, quand ils seront abordés comme tels, vous permettront d'être beaucoup plus forts, beaucoup plus puissants quand il s'agira d'aborder les questions sociales qui sont liées aux cités et à la banlieue. Le frère, il n'en peut plus, là. Je m'arrête. Merci. Non, je sais. C'est pour ça que je vais lui faire un peu et puis... Attends. Donc, on va passer aux questions-réponses. Donc, puisqu'il y a certaines personnes qui ont des contraintes, qui doivent partir et ils me l'ont dit en allant. Donc, je ne sais pas si vous voulez intervenir maintenant. Benoît, par exemple. Ouais. Le micro.
Oui, bonjour, Monsieur le Président, merci de me donner la parole. Merci beaucoup à l'association d'avoir organisé cette manifestation, ce mini-congrès qui est placé sous le signe de l'écoute, du dialogue et de la meilleure compréhension. Et merci à M. Ramadan de ce qu'il a dit. Parce qu'en réalité, alors peut-être je peux me présenter très rapidement, Benoît Mercuzot, je suis un élu local qui essaye de comprendre pour mieux agir. Et je dois dire que de ce que vous avez dit et de ce que j'en ai entendu et compris, eh bien, je ne peux que globalement être d'accord avec vous, alors, parce que c'est aussi un peu la question, la règle du jeu, je vous poserai une question, mais je dois dire que ce que vous avez dit sur le temps long, c'est-à-dire la nécessité de prendre du recul pour mieux mesurer la réalité des choses aujourd'hui, et donc ce que vous avez exprimé sous la forme de la bouteille à moitié vide ou à moitié pleine, j'en suis effectivement parfaitement d'accord, et il faut arrêter d'avoir cette vision pessimiste, et je crois que la vision optimiste, il est temps de la développer. Je suis également parfaitement d'accord avec vous, et très heureux d'être d'accord avec vous sur le fait de considérer qu'il faut vraiment distinguer deux questions fort différentes, qui est la question de l'islam et de sa place au sein de la société française, de la République française telle qu'elle est aujourd'hui, et puis la question sociale, la question des quartiers, la question des violences qui, à un moment donné, peuvent survenir. Je crois qu'effectivement, c'est fondamental, sans toi, on va tous dans le mur, c'est fondamental de distinguer véritablement les deux questions. Et je suis encore parfaitement d'accord avec vous, donc pour le débat, c'est un peu compliqué, mais parfaitement d'accord avec vous pour dire qu'au fond, il faut aussi en arrêter avec ces positions discriminantes qui consistent à dire, eh bien, on a des zones dans lesquelles il faut appliquer des politiques particulières. Je crois que dans les quartiers, comme dans tous les quartiers de toute une ville, il y a des personnes qu'il faut valoriser, des personnes qui ont une richesse, qui ont des idées, qui ont des projets. Et pour ces personnes-là, dans ces quartiers-là, comme dans tous les quartiers, il faut aider à mettre en place ces projets et valoriser ça. Alors, vous voyez, au fond, voilà, vraiment, votre analyse de la situation et la façon dont vous la présentez, voilà, il n'y a pas, c'est un peu difficile dans cette condition d'engager un débat dans lequel il y aurait deux positions différentes. J'ai une question peut-être sur cette question du temps long et de la perspective. Je crois que sur la question de l'islam, pas sur la question sociale, mais sur la question de l'islam, je crois que si on regarde le temps long, mais peut-être vous aurez une perception différente, on peut peut-être considérer que la société française, sur le temps long, a une certaine tendance à se laïciser. Je veux dire à faire en sorte que non pas les valeurs, mais que la place de la religion au sein de la société française, et notamment de la religion catholique, c'est progressivement, et de façon très accélérée depuis 30 ou 40 ans, c'est progressivement amoindri. Et peut-être que l'une des questions qui est posée à la société française dans son ensemble, c'est effectivement, j'allais utiliser un terme qui n'est pas le bon, mais c'est au fond d'accueillir, je ne sais pas comment dire, de reconnaître que pour certains de ces membres de cette société française, eh bien, la place de la religion doit être peut-être plus essentielle qu'elle l'est aujourd'hui. Voilà. Je ne sais pas si vous partagez ce point de vue, et il me semble que c'est vrai que par rapport aux valeurs de la République française, cette question-là peut peut-être être discutée. Voilà. Je sais pas, qu'est-ce que tu préfères? Parce que là, ça pleut, la question. Non, mais il n'était pas en train de faire autre chose, il est en train de lire les questions qui arrivent. Non, parce que tout le monde a pensé, comme moi, que j'étais parti ailleurs. Mais bon, c'est normal. C'est normal de partir ailleurs ou d'être avec nous? Je suis avec vous. D'accord. Écoutez, bon, d'abord,
Je pense que sur l'essentiel des premiers points, je suis content qu'on puisse être d'accord sur le diagnostic. Après, c'est vrai qu'il faut des politiques, il faut mettre... Parce que là, tout à coup, on a eu quelqu'un qui dit « Oui, mais comment on fait pour changer ?» Et c'est là où il faut avoir une discussion citoyenne. Mais c'est très important de partager les constats. Parce qu'après, on peut être d'accord ou pas sur les solutions, sur les stratégies, mais les premiers constats, c'est important d'établir un cadre. Sur la deuxième question, enfin sur la question que vous avez posée, oui, je pense qu'il faut qu'on se mette d'accord même sur ce qu'on appelle la laïcisation ou la sécularisation de la société française, parce que déjà, on n'est pas complètement d'accord. Pas vous et moi, mais on n'est pas d'accord avec on peut ne pas être d'accord avec certaines analyses. Au départ, le processus de laïcité, le cadre structurel, c'est pas moins de religion. C'est la religion là où elle doit être et l'État là où il doit être. Et à partir d'un certain moment, à aucun moment, il n'a été demandé à des citoyens de se départir de leurs valeurs, de leurs pratiques. Ça leur regarde. Et aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, malheureusement, c'est de confondre le processus de laïcisation avec la diminution du questionnement spirituel ou de la question éthique. C'est-à-dire, il faudrait que ça disparaisse. Et il y a énormément, mais ça, c'est pas les musulmans seulement. Et j'arrête pas de le dire aux citoyens de confession musulmane, il y a énormément de chrétiens, de juifs qui sont préoccupés par une compréhension de la laïcité qui voudrait la disparition du référent religieux, voire la non-convocation en termes citoyens d'un certain nombre de valeurs qui peuvent être ceux du citoyen. Je pense que c'est là où il faut un vrai débat sur qu'est-ce que l'on entend quand on dit que l'autorité de l'État est distincte de l'autorité de la religion. Ça ne veut absolument pas dire qu'il n'y a pas de questionnement éthique et religieux au cœur de la société civile et qu'on a le droit et qu'il faut qu'on puisse le dire librement. Il ne faut pas avoir peur de pouvoir parler de ces questions de la transcendance, de la quête de sens, de ce qu'on considère être la famille, de ce qu'on considère être l'éducation, du rapport aux parents, parce que le rapport aux parents, c'est très important. C'est important, ça aussi, en termes de nos sociétés. Dites-moi comment vous parlez de vos parents, ou vous considérez vos parents. Je pourrais connaître aussi un peu quelle est votre philosophie de vie, parce que ça, c'est quelque chose que partagent toutes les traditions spirituelles. Donc, moi, je pense que ça, c'est un débat de fond, qui n'est pas de nature sociale, c'est pas la question sociale, c'est une autre question, et qu'il faut l'aborder. Malheureusement, on fait tellement un tel mélange de toutes ces considérations-là qu'on n'arrive plus à avoir un débat serein sur cette question-là, c'est-à-dire la place du religieux dans la société française, au-delà de la présence de l'islam, mais la place du religieux en tant que religieux, et au-delà simplement aussi des considérations exotiques, parce que certains parfois veulent du religieux exotique. Il y a un engouement très mal compris souvent sur la question du bouddhisme, par exemple, on est content parce qu'on se réincarne, alors qu'on ne comprend pas que le bouddhisme est une des philosophies de vie la plus exigeante en matière spirituelle, que la réincarnation, c'est un déficit, c'est pas une libération, c'est une preuve d'enchaînement. Et donc, je pense, de ce point de vue-là, on devrait avoir ce débat-là, on doit l'avoir. On l'a dans certains cercles, ils sont trop fermés, ils ne sont pas assez audibles. C'est les cercles interreligieux qu'on peut avoir. Mais je pense que ces questions-là, philosophiques, sont des questions que la France, d'ailleurs toutes nos sociétés doivent aborder de façon fondamentale. Il y a aussi Rémi, en fait, qui fait partie du conseil municipal jeune, qui devait apporter une petite contribution. Je sais pas. Tu peux lui... Et après, je te poserai... Bonjour à tous, je remercie l'association de m'avoir invité. J'étais très intéressé par votre intervention, notamment sur l'éducation, parce que c'est la base du problème. On voit de plus en plus que les parents sont parfois dépassés par leurs enfants. Ou alors il y a un manque d'accompagnement. Moi j'ai vu des voyages scolaires à Amiens-Nord où le gamin, il y avait le départ à 5h du mat', le gamin il arrive avec sa valise tout seul, sans les parents. Est-ce qu'il y a un décalage quand même, c'est pas très logique. Et puis Et puis, je voulais rajouter qu'il est aussi important de mettre en avant que
qu'il y a aussi des politiques nationales qui ont été faites, notamment par le ministre de l'Intérieur, sur les zones minoritaires de sécurité. Et donc, vous avez parlé, c'était aux politiques locales d'intervenir, mais il y a aussi le national qui est intervenu. Voilà, et, donc en tant que conseiller municipal jeune, italien, nous on a créé une commission qui travaille justement sur les émeutes ou révoltes. Et donc on a des projets à proposer aux jeunes italiens, que ce soit au niveau sportif et culturel, et on va travailler avec eux. Voilà. Simplement, bon, je ne veux pas réagir sur la deuxième partie parce que je ne sais pas très bien de quoi il s'agit. Je pense que vous essayez d'avancer sur les propositions que vous pouvez faire. Il y a des politiques nationales qui sont proposées. Aujourd'hui, on doit quand même faire le constat que sur la question de la politique sociale et de la politique urbaine, parce que c'est très important, la politique urbaine, la question de la géographie des espaces, les espaces et la géographie, la constitution de ces espaces-là, c'est capital en matière de vivre ensemble. Eh bien, c'est vrai qu'il y a des politiques nationales qui ont été proposées, parfois qu'on a discuté, mais depuis, par exemple, le constat que je fais depuis 2005, c'est qu'en matière concrète, il y a eu très très peu de choses qui ont été faites quand la France a été pratiquement paralysée par toutes ces émeutes. Après, on les appelle comme on veut, mais en tout cas, la manifestation d'un mécontentement social sur ce qu'était la réalité des cités et des banlieues. Donc là, il y a une vraie politique qu'il faut mener. Ensuite, d'un point de vue local, dans ce que vous proposez, je suis tout à fait de ceux qui pensent, parce que je l'ai fait moi-même pendant des années, qu'il faut aussi passer par le sport, qu'il faut passer par le culturel. Mais il n'y a pas que ça. Il faut passer par, comme on a dit, l'éducation, le scolaire. Il faut passer par l'emploi. Il faut vraiment faire des politiques qui soient liées à la formation même des entrepreneurs, comment on vit avec, comment on engage les gens. Et puis, travailler aussi avec les populations, parce qu'il y en a certains qui tombent dans la position victimaire. Moi, j'ai rencontré, mais combien j'en ai rencontré, des jeunes qui disaient « oui, non, mais il ne m'a pas pris parce que je suis arabe, il ne m'a pas pris parce que je suis un étranger. » Puis après, on dit « non, je veux dire, il faut qu'on regarde les compétences aussi. » Comme vous le dites, il y en a qui arrivent avec un quart d'heure de retard à la rencontre d'emploi et à l'interview et dit « ah, mais parce que je suis arabe. » Non, parce que tu es en retard. Et ça, ce travail de responsabilisation, de discours sur la responsabilisation est important, mais aussi un discours de la participation. Et c'est là où c'est important d'avoir des politiques qui ne confondent pas le statut social avec simplement la périphérie culturelle et sportive. Notez, ce n'est pas simplement la périphérie, mais ça peut donner cette impression-là. Je veux dire, Trappes n'est pas sorti de son clivage parce que Jamal Debbouze a réussi. Parfois, on a des symboles qui rendent criardes les défaillances locales. Bon, en fait, les questions SMS, il y en a eu vraiment beaucoup. Donc, ce que je vais faire, puisque là, on est vraiment tenu par le temps, je vais en prendre 3 qui, normalement, devraient synthétiser tout ce que j'ai pu recevoir. Et t'arrêtes par contre. Qu'est-ce que tu veux dire? Dis-le sans diplomatie. Un petit quart d'heure pour répondre aux 3 questions. Combien? Un petit quart d'heure. Un bon... Donc... Oui. Vas-y, vas-y. Monsieur Tariq Ramadan, bonjour. Je voulais qu'on parle d'islam et je sais que vous êtes un grand professeur de philosophie. J'aurais voulu que vous nous parliez un petit peu de la place de la philosophie dans l'islam, parce que je pense que c'est quelque chose, c'est une thématique qui n'est pas assez mise en valeur. Pouvez-vous nous dire quelques mots, s'il vous plaît? Moi, je vais une question. Je vais en rajouter 2. C'est la 4e qui rentre dans le quart d'heure. Donc, la question qui est revenue par SMS souvent, c'est que beaucoup de gens essaient de mobiliser les jeunes pour aller voter, et ils ont souvent le discours qui leur répondent que le vote c'est haram, c'est interdit dans la religion. Donc, ensuite, la question, enfin on synthétise plusieurs questions en une seule, c'est on sait que le problème
des enfants sont dus à l'éducation des parents. Donc, quelle piste de réflexion par rapport à ça, les fréquentations et tout ce qui s'ensuit. Et puis, la dernière, Inch'Allah, puisque tout à l'heure tu y vas. Donc, comment faire pour conduire nos jeunes à réussir, en fait, comme l'association Renouveau où tu dois intervenir. Comment faire pour les emmener vers l'excellence? Quelle piste de réflexion on peut avoir pour les emmener vers l'excellence et puis les aider à s'en sortir? Ça va? Très bien. T'acceptes la mission? Je vais prendre le nez. Je ne sais pas si voter c'est halal ou haram, mais le sens de l'humour, à l'évidence, c'est halal. Non, juste 4 questions, malheureusement, elles sont importantes et je pense, je suis désolé pour ceux qui ont envoyé des SMS et qui auraient peut-être eu d'autres questions plus spécifiques. Là, on a une synthèse. La première des questions est une question fondamentale au regard de l'histoire. Parce que, je vais vous dire, j'avais fait moi-même un choix. Ma première thèse de doctorat, elle était en philosophie. Elle était en philosophie occidentale, et donc j'ai fait une thèse où j'ai voulu expressément faire une thèse sur la philosophie de Nietzsche, mais Nietzsche comme historien de la philosophie, c'est-à-dire comment lui voyait tous les autres philosophes, parce que c'était, selon Heidegger, le dernier des métaphysiciens. Donc ce que j'ai fait, c'est j'ai été obligé de lire tous les grands philosophes qu'il critiquait, c'est-à-dire de Socrate, toute la tradition antique, à Descartes, à Kant et à Schopenhauer, et Husserl, et puis d'un autre côté, le lire lui. Et donc, ça m'a permis d'emmagasiner énormément de connaissances. Et puis en même temps, faire une formation où vous avez les ijazat, c'est-à-dire les permissions de devenir ce qu'on appellerait dans la tradition arabe un cheikh, c'est-à-dire que ça, je l'ai fait dans 7 disciplines différentes, et ça m'a permis d'avoir les deux. C'est-à-dire de marcher sur 2 jambes, en fait. Et de me rendre compte d'une chose, c'est qu'il y avait dans toute la tradition philosophique des philosophes musulmans que la tradition musulmane avait négligé et que la tradition occidentale avait oublié. Ils sont les perdus de l'histoire d'une certaine façon, alors que il n'y a pas simplement qu'Averroès, parce qu'Averroès, ça c'est... Mais il y a même dans la tradition légale musulmane des philosophes du droit. Il y a des philosophes scientifiques, il y a des philosophes qui étaient des philosophes métaphysiciens, il y a des philosophes qui ont également établi un rapport à la question de la vérité et la question de l'éthique. Et à un moment donné de l'histoire, quand au XIIIe et XIVe siècle, l'Occident prend son envol, les musulmans vont se rétracter derrière le principe du droit. Le principe légal, parce que quand vous êtes en danger, c'est le droit qui vous protège. Apparemment, c'est ce qu'on pense. Et on s'est empêché, pour ne pas être colonisé par la philosophie qui devenait dominante, occidentale, on s'est empêché de produire et de penser la philosophie comme quelque chose qui reste déterminant dans l'émergence de la conscience ou de la pensée humaine. Et on a besoin de se réconcilier avec ça. Vous savez, le centre qu'on a mené entre Qatar et Oxford, c'est un centre sur la législation islamique et l'éthique, parce que l'éthique, ça a été produit par 3. Par le droit, par les philosophes et par la mystique. Et donc, réconcilier tout ceci, faire un travail de réconciliation et de cesser de penser que plus on pense philosophie, moins on pense religion. Ça, c'est une pensée complètement réductrice. On revient vraiment à cette espèce de lutte entre al-aql ou al-naql, c'est-à-dire entre le texte et l'intelligence. Mais non, plus on utilise... Je veux dire, moi, j'ai compris qu'une seule chose de la foi. Mieux penser pour mieux croire. Et penser complexe pour croire profondément. C'est-à-dire, ça aussi, c'est pour moi particulièrement important. Et donc, la philosophie, pour moi, est absolument pas contradictoire avec cet exercice de la foi, de la quête de sens, raison pour laquelle le livre qui s'appelle L'autre en nous et qui est complètement négligé. Je veux dire, beaucoup de musulmans ne lisent pas ce texte parce qu'il n'est pas assez islamique pour eux. C'est un texte de philosophie fondamentale. En anglais, il s'appelle The Quest for Meaning, c'est-à-dire la quête de sens. Et ça, c'est une démarche importante pour moi. Et donc, implicitement, j'adhère complètement
à ce que vous regrettez finalement dans la pensée musulmane contemporaine. Et là aussi, il ne faut pas aussi non plus penser la philosophie comme une philosophie qui, parce qu'elle pense rationnellement, n'aurait pas d'éthique, n'aurait pas de valeur, n'aurait pas de principe. Parmi les plus grandes philosophies occidentales, mais même ceux qui ont questionné, qui étaient des rationalistes, je veux dire, la morale provisoire de Descartes ou l'autonomie de la morale de Kant, c'est des choses qui sont importantes, qui fondent l'être, qui disent, oui, il faut penser, il faut regarder le monde avec la rationalité, mais il y a des valeurs, il y a une éthique, il y a l'éthique du comportement, l'éthique et aussi une chose qui est déterminante sur laquelle il faut insister, c'est que c'est pas parce qu'on pense religion qu'il faut éviter de penser le bien-être. Vous savez, il y a le concept de maslaha, l'intérêt public, le bien-être, c'est-à-dire la paix intérieure, c'est la spiritualité, le bien-être, c'est-à-dire être bien... vous savez, on peut en sourire comme ça, mais quand je parle du sens de l'humour, de la culture, du divertissement, c'est-à-dire avoir une espèce de philosophie de l'art, une philosophie du divertissement, quelque chose qui soit une élévation, c'est-à-dire pas se divertir pour s'éclater, c'est-à-dire se perdre, mais se divertir pour se réconcilier, se retrouver. Tout ça, ça fait partie aussi d'une philosophie qui est produite même par la pensée spirituelle et religieuse. La deuxième des choses, c'est des gens qui... alors on a des groupes, bien sûr, on a des groupes qui sont, bon, on les connaissait, il y avait Hizb al-Tahrir, le Parti de la Libération, et d'autres mouvements littéralistes salafis. Encore une fois, moi je ne partage pas cette position-là, et il faut bien qu'on se mette d'accord. Souvent, quand vous êtes... vous parlez comme un intellectuel ou un savant musulman, et bien quand vous parlez de là où vous parlez, vous donnez l'impression que vous représentez tous les musulmans. Moi, je ne représente pas tous les musulmans. Je représente un mouvement à l'intérieur de tous les courants musulmans qui sont un courant réformateur. C'est-à-dire de dire, je prends les textes très au sérieux, mais je veux regarder le monde tel qu'il est, et le monde tel qu'il est me pose des questions. Et j'essaye de trouver la fidélité au texte dans la compréhension du contexte. Ça, c'est ça, la décision du tajdid, renouveler notre lecture des textes. Ça ne veut pas dire changer les textes, ça veut dire renouveler notre intelligence des textes à la lumière du contexte, qui est aussi une vieille tradition. Puis vous avez des littéralistes, c'est-à-dire ils prennent les textes et ils veulent les appliquer à la lettre. Je ne partage pas ceci, et donc c'est pas mon courant de pensée. Et eux, dans leur perception du vote, ils disent, dans le Coran, il n'y a pas intikhabat, il n'y a pas vote, donc on ne peut pas voter. Il n'y a pas démocratie. Donc la démocratie n'est pas islamique, ce que vous avez entendu en Égypte, en Tunisie, ce que vous avez entendu au nord du Mali, etc. Et donc vous avez des gens qui, jusqu'en France, moi une fois je faisais une conférence où il y avait, je sais plus, c'était à Paris, il y avait un monde fou, et j'appelais justement à la participation civique et citoyenne, et puis il y a un groupe qui est venu avec moi, il me dit, mais t'es en train d'amener les gens dans le coffre, quoi. T'es en train de les amener dans l'infidélité, le rejet de l'islam. Je dis, mais pourquoi vous me dites ça? Il dit, parce qu'on ne vote pas. En islam, on ne vote pas. Et eux, pour eux, c'était de dire, on ne fait pas de politique comme ça. Et on ne fait pas de politique. Et tout à coup, ils me chantaient les louanges du système séoudien, où on ne vote pas. Je dis, mais vous vous rendez compte de ce que vous dites? Quand vous dites que vous ne faites pas de politique, c'est de la politique, ça. La façon dont vous ne faites pas de politique, c'est de la politique. Vous leur donnez le pouvoir et vous dites, vous l'avez. Et donc moi, je ne veux pas de ça. Ce n'est pas ma compréhension. Donc aujourd'hui, cette attitude, c'est vrai. Vous avez un mouvement minoritaire qui considère que voter n'est pas juste. Je pense, pour ce qui me concerne, que cette position-là n'est pas juste, et la majorité des musulmans à travers le monde s'opposent à cette lecture-là et considèrent que voter, c'est tout à fait juste. C'est même, certains vont même jusqu'à dire une obligation morale, une obligation citoyenne. Et donc, au contraire, à tous ces jeunes qui entendent ceci, il faut les réconcilier avec, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, une connaissance, une éducation concernant les principes de l'islam, avoir une bonne compréhension, et qu'ensuite il faut s'engager dans la société, et l'une des voies d'engagement, c'est d'aller voter. C'est qu'on est, non pas simplement d'aller voter, mais aussi d'être élu. Aussi parce que c'est facile d'aller voter puis de critiquer ceux que l'on qui sont élus en leur disant vous faites pas le travail. Mais parfois aussi il faut s'engager, il faut aller jusque-là. Et il n'y a aucune contre-indication, au contraire, plutôt un encouragement. Et donc ceci, il faut faire un travail d'éducation. Très rapidement, pardon ? Là, je ne vois pas le rapport, mais... D'accord, on y reviendra tout à l'heure. Ce n'est pas dans les 4 questions que je dois faire dans le quart d'heure. Inch'Allah. Sur l'éducation des parents et des enfants, ça c'est une question de fond.
savez, Cat Stevens, le chanteur, quand il est entré dans l'islam, et lui, il s'était coupé de tout, il s'était engagé dans l'éducation. Et il avait fondé des écoles islamiques et il s'était engagé là-dedans. Moi, si vous l'avez lu, le livre « Les musulmans d'Occident et l'avenir de l'islam », vous verrez que je ne suis pas un défenseur des écoles islamiques fermées. J'aime pas ça. J'aime pas cette idée de mettre les musulmans ensemble et puis de les protéger de la société. Moi, je suis un produit de l'école laïque et commune, et je pense que j'ai beaucoup appris dans le contact avec les gens. C'est ce qui m'a formé finalement à être serein quant à ce que je suis et respectueux quant à ce que les autres peuvent être. Mais ça veut dire que j'avais aussi derrière un engagement de parents et un engagement personnel, parce que il faut que les parents fassent ce qu'ils doivent faire, c'est-à-dire qu'ils donnent à leurs enfants ce qu'eux peuvent leur donner, et que l'école n'est pas censée leur donner. Mais imaginez que l'école va tout donner en fermant, en cloisonnant. C'est pas une école islamique avec les principes islamiques, c'est une école pour les musulmans, c'est une école ghetto, c'est une école qui est pensée contre, qui n'est pas pensée dans l'épanouissement. Ça me pose un problème. Et lui, il me disait une chose, il me disait, mais tu sais, après 20 ans dans l'éducation, il me dit, mais moi, mon problème, c'est que pendant 7 heures, on enseignait aux enfants ce que c'était les principes et tout ceci, ils rentraient à la maison, les parents détruisaient tout. C'est-à-dire que notre problème, c'est les parents. C'est-à-dire qu'on peut éduquer les enfants, mais si les parents, ils n'ont pas compris, s'ils se déresponsabilisent, eh bien là, il y a un vrai problème. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans toutes les dynamiques sociales, il faut s'occuper des parents. Il faut encadrer, il faut donner et proposer aux parents des alternatives. Il y a des parents qui sont complètement démunis. Il y a des parents qui sont complètement démunis. Il y a des enfants, aujourd'hui, et encore une fois, des choses qu'on voyait qu'avec les jeunes garçons il y a 20 ans, maintenant vous avez... Moi j'en vois, il y en a qui prennent contact avec moi, qui me disent « Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ma fille ? Elle a 19 ans, elle rentre, elle me dit, comme ça, elle me dit « Toi, ta gueule !» À sa mère. Je veux dire, après, vous pouvez penser aux origines, c'était pas comme ça. Aujourd'hui, là, pour le coup, c'est la désintégration totale des références. On n'a plus rien. De la vulgarité, pas d'éducation, des parents démunis. Et vous allez après dire aux parents, occupez-vous de vos enfants. Oui, mais comment ? Je fais quoi quand ma fille me parle comme ça ? Je fais quoi ? Donc aujourd'hui, il faut des structures sociales. Il faut des gens localement qui comprennent ça et qui fassent de l'accompagnement, c'est-à-dire des structures qui permettent de s'occuper des parents et de s'occuper des enfants, et puis de s'occuper des enfants scolairement. Aujourd'hui, vous avez des parents qui sont complètement démunis parce qu'ils ne savent pas comment faire dans l'éducation, démunis parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers, démunis parce qu'ils n'ont pas de travail. Ajoutez à cela quelque chose de fondamental d'un point de vue psychologique, que moi je vois tout le temps, c'est-à-dire que vous avez des familles dans lesquelles le père, par exemple, qui peut venir d'une société où traditionnellement c'est quand même l'autorité, il y a une culture qui était comme ça, il n'a pas de travail, il est au chômage et il perd complètement le sens de sa propre dignité, de sa propre autorité, il rentre à la maison, qu'est-ce qu'il fait dans ces circonstances-là ? Donc aujourd'hui, il faut s'occuper de l'éducation des enfants, il faut encadrer, trouver des structures d'encadrement, d'accompagnement des parents. Et on a un vrai problème. On a un vrai problème de ce point de vue-là dans beaucoup de... Alors, encore une fois, j'ai touché le quart d'heure ? Oui. Je pensais que j'étais à 10 minutes. Et donc... j'ai encore 2 minutes. La dernière question, c'est... Bon, tout à l'heure, je vais à Paris et on va faire... Il y a une soirée pour aider les jeunes à aller dans les hautes écoles et aller vers l'excellence. Et moi, je viens et je soutiens ceci parce que je pense que c'est aussi important de faire en sorte que beaucoup d'entre ceux qui sont comme vous ici, ils peuvent partir de situations sociales qui sont des situations sociales extrêmement difficiles, qui sont des situations sociales fracturées, et puis ils réussissent scolairement, puis ils ont le droit d'entrer comme n'importe qui dans les hautes écoles, et il faut en faire un droit. Il faut faire le droit à l'accès à partir des compétences et non pas simplement des réseaux de familles, d'histoires, mais les compétences et la capacité. Et ça, il faut faire en sorte de pouvoir établir des espaces, des connexions, des réseaux dans lesquels on entre en contact avec ces institutions-là et on soutient les possibilités des jeunes de pouvoir avoir accès à cela. Mais j'aimerais quand même vous dire une chose, c'est que autant je pense que dans ces écoles où on va célébrer l'excellence, il faut le faire, autant je n'aimerais pas, parce que c'est ce que je vois chez certains, ils ont tellement le complexe de leur origine qu'ils font de l'excellence leur revanche vis-à-vis de la société. Allez, vous voyez d'où je viens, moi ? Eh bien, maintenant, je vais vous montrer.
Et il y en a qui sont dans la revanche, et il y en a qui ont tellement envie de réussir que finalement tout ce qu'ils sont, il faut qu'ils l'oublient. Alors il y en a qui changent leur prénom, il y en a qui oublient d'où ils viennent, il y en a qui deviennent plus loyalistes ou plus royalistes que le roi, au sens où finalement ils commencent... J'ai vu des gens sortir de la cité, tenir sur la cité des propos de racistes. Des propos, mais moi j'en suis sorti. Alors si moi j'en suis sorti, toi tu peux en sortir, et si tu t'en sors pas, c'est que c'est ta faute. Et alors un discours qui est un discours hyper dur sur les réalités sociales. Un discours, à la limite, il y a des gens, c'est un tout petit peu ce que j'ai pu voir chez certains, un discours qui n'est pas très très loin de thèses d'extrême droite même, qui ont été assimilées. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Au nom de l'excellence, il ne faut pas oublier la norme de la majorité des gens qu'il faut accompagner. Moi, je ne suis pas du tout pour l'excellence. Je m'intéresse à ce que des élèves... Moi, j'ai été enseignant pendant une quinzaine d'années dans le secondaire. Je m'intéressais aux premiers, mais j'avais une condition que j'envoyais systématiquement. C'est la clause de solidarité scolaire. Sois le premier, mais n'oublie pas le dernier. Parce que si tu oublies le dernier, c'est que tu n'es pas un bon premier. Cette attitude-là, de l'éthique comme ceci, de la solidarité scolaire est importante. Et si ça, on peut l'apporter aussi avec notre éthique, c'est-à-dire ne pas être assimilé ou colonisé par les structures d'excellence, mais plutôt par la solidarité scolaire, la volonté de voir une majorité réussir, alors ça, c'est aussi une contribution. Moi, je ne suis pas pour le culte des premiers. Je suis pour la justice moyenne, c'est-à-dire générale. Qu'il y ait des premiers, tant mieux, mais si les premiers sont premiers tout seuls, ils ne m'intéressent pas. Ça, c'est aussi une attitude vis-à-vis de la scolarité qui me paraît être aussi quelque chose que, en tant qu'enseignant ou en tant que citoyen, on doit célébrer. Voilà, j'ai été très très long, il a été extrêmement patient. Vous avez la suite de votre programme tout à l'heure. Je pense qu'il y a encore une ou deux choses que je dois faire avec vous avant de partir, et donc pour les livres et tout ça. Mais je vous remercie beaucoup pour la qualité de l'écoute, parce que vous avez été très présents. Je n'espère qu'une seule chose avec cette visite à Amiens, c'est que la qualité de l'écoute puisse se transformer aussi en une qualité de l'engagement, parce qu'au bout du compte, venir et donner une conférence juste pour être écouté, ça n'a pas beaucoup d'impact si ça ne se traduit pas en quelque chose qui est de toujours se rappeler que la bouteille est à moitié pleine. Voilà, je vous remercie.